Bonjour, Kalispera. Je vais régler quelques petits détails avant qu'on commence. Bon, je crois que tout est prêt. On va attendre encore 1 2 minutes pour que le monde se connecte. Ça va être notre vendredi traditionnel avec l'événement de la synergie franco-grecque, la Grèce en page. Chaque vendredi, on est avec vous. On arrive dans les écrans de vos ordinateurs pour vous parler, pour vous présenter des auteurs, des écrivains grecs, la littérature grecque en fait, traduit ici en France, ou pas peut-être. Jusqu'ici, on n'a fait que des traductions, peut-être. Ce sont de nouvelles idées, enfin, on verra. Mais jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, on voulait vous présenter des traductions qui ont été faites ici par des maisons d'édition qui choisissent de publier la littérature grecque, prose ou poésie. On va continuer dans ces rythmes des traductions des maisons d'édition françaises. Bon, avant de commencer avec la présentation d'aujourd'hui, euh, on voudrait vous dire un grand merci pour les visites dans notre site, pour vos commentaires, pour tous les échanges qu'on a. On est vraiment ravis d'être tous ensemble dans cette aventure. Les cartes d'adhérence sont déjà arrivées à plusieurs d'entre vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore adhéré, bah, c'est le moment. C'est grâce à vous que la synergie franco-grecque va s'agrandir. Donc, on vous attend pour la continuation de ce beau voyage qui a déjà commencé ça fait quelques mois maintenant. Alors, bah, je me suis présentée la dernière fois, ça fait presque 2 semaines. Donc, pour encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Liana Kouki et je suis la présidente de la synergie franco-grecque. On est en train de changer un peu. En fait, c'est un vendredi, notre coordinateur culturel Nikos, quelquefois moi et des autres fois, de chers membres de la synergie, comme Philippe Régnier qui a parlé la dernière fois. Et il y aura des autres surprises, il y aura des autres personnes qui vont parler, qui vont présenter la littérature grecque. Alors, c'est 19h05, donc je crois que on peut commencer avec la thématique d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un poète grec. Il s'appelle Titos Patrikios. C'est c'est un des plus grands poètes grecs vivants à ce jour-là. Vu que oui, il est toujours vivant, il habite à Athènes et on espère qu'il va vivre encore beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va parler d'une anthologie bilingue qui a apparu ici en France par les maisons d'édition Le Temps des Cerises. Voilà l'anthologie, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne l'ont pas vue. C'est une anthologie qui a
les poèmes de cette anthologie sont choisis et traduits par Marie-Laure Coulman-Koutsaftis. Marie-Laure, je ne sais pas si tu es avec nous aujourd'hui, mais je crois que comme grec, ben, on te doit un grand merci pour cette traduction, pour le fait qu'on peut avoir ces livres d'un moment, et en plus aussi à la maison d'édition Le Temps des Cerises. Et, dans cette anthologie, il y a une préface excellente, détaillée, avec beaucoup d'informations qui peuvent aider le lecteur de poèmes de Titus Patricius de comprendre tous les cadres historiques, toute sa vie en fait. Cette préface est faite par Olivier Delorme, donc un autre grand merci à Olivier. On va parler de ces livres, de cette anthologie, et c'est grâce à ça qu'on va découvrir aussi la vie de Titus Patricios, qui est vraiment liée à l'histoire de la Grèce, vu qu'il a écrit depuis qu'il était très jeune. Je ne sais pas s'il écrit encore, je me reviens, mais ses poèmes, il, il dure en fait dans le temps parce que il a écrit depuis qu'il était jeune, il a écrit jusqu'à très récemment et à travers ses poèmes, on peut voir pas seulement son histoire, mais l'histoire de la Grèce. Euh, Bon, c'est la malédiction des personnes qui s'occupent de la littérature des modes académiques, de parler beaucoup, d'analyser beaucoup. Mais ici, c'est pas un cours académique. Ici, on va oublier des théories et de langues académiques. On va passer tout de suite à la vie de Titus Patricios. On va parler un peu de sa biographie juste pour comprendre mieux, en fait, après le poème. Et vu que c'est pas un cours académique, bah, aujourd'hui, il y aura des anecdotes, il y aura des histoires personnelles peut-être. Et on attend vos commentaires. Et on commence avec la vie de Titus Patricios. Alors, qui est Titus? Qui est cette personne qui s'appelle Titus Patricios? Titus Patricios, il est né à Athènes en 1928. Ses parents, ils étaient tous les deux comédiens. Donc ça veut dire qu'il a grandi dans un environnement artistique, d'où peut-être son talent ou sa vocation d'écrire la poésie. Pourtant, Deuxième Guerre mondiale pardon, qui arrive, quand il était très jeune, il a pris la décision de s'engager à la résistance grecque contre les nazis au sein de l'EPON. EPON était une organisation qui était proche au Parti communiste grec. Puis il est passé au HELAS, l'Armée de libération nationale, également dominée par les partis communistes. Et en fait, en 1944, sa première aventure, il échappe de peu à une exécution par des membres d'une milice grecque collaborationniste. Sa vie a commencé d'une manière très dure, hein, on dirait. Pourtant, il trouve le courage pour continuer malgré l'occupation, malgré les mauvaises expériences de la résistance. Et il publie son premier poème dans une revue littéraire en 1943. Il publie son premier poème, il prend la décision de commencer ses études de droit à l'université d'Athènes. Et là où la vie montre que bon, ça va, maintenant on peut créer, on peut vivre ce qu'on veut. Il a été arrêté en 1951. Titus Patricios, à l'époque, il était de l'idéologie communiste. Je dis à l'époque parce que, bon, être communiste à l'époque, ça veut dire être clandestin. Le parti communiste n'était pas légal à l'époque. C'est pour ça qu'il a été arrêté en 1951 et il est déporté pendant 3 ans dans les îles de Makronissos et après de Aistratis. Ce sont 2 îles où il y a eu plusieurs personnes en exil.
Et c'est là, dans ces deux îles, où il noue des liens avec des intellectuels et des poètes communistes, et notamment avec Yanis Ritsos, qui l'encourage à écrire. Bon, première anecdote, tout de suite. Il y a une histoire entre Titos Patrikios et Yanis Ritsos qui explique pourquoi Titos a continué à écrire la poésie. Je trouvais la version de l'histoire en français dans un entretien qu'il existe en Internet. Je vais vous le lire en français, mais permettez-moi de le dire après en grec de la manière que moi personnellement je l'écoutais par la bouche de Titos Patrikios. La dernière fois qu'il a été ici à Paris, c'était en 2016, je crois, à l'occasion de la publication de cette anthologie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Titos Patrikios par rapport à ses rencontres avec Yanis Ritsos pendant l'exil? Lorsque je fus transférée à Istratis en 1952, je ne voulais plus parler de poésie. Je n'avais fini avec les poèmes, dérangée par mes lectures marxistes et considérant que la poésie ne pouvait aller de pair avec la lutte et l'action. Et si je suis devenue poète finalement, je le dois à Yanis Ritsos, qui était là-bas lui aussi. Il m'a aidé à comprendre les ridicules de mon point de vue. Il me disait, tu ne reviendras pas dans ma cabane si tu n'apportes pas des poèmes. Tu n'as pas compris que la poésie est ton destin? C'est donc sous cette pression que je suis revenue à la poésie. Je lui apportais mes textes et mes poèmes, mes premiers manuscrits, et il me conseillait d'effacer la moitié de ce que j'écrivais. Un conseil apparemment que ni lui ni moi n'avons suivi autant que nous aurions dû. Ça, c'est l'histoire en français. Donc, comment Titos Patrikios l'a raconté en grec, petit intervalle en langue grecque. Έλεγε λοιπόν ότι ήταν στον Αϊστράτη και ο μαρξισμός και οι αναγνώσεις των μαρξιστικών κειμένων τον είχαν τόσο πολύ κάνει να σκεφτεί, να προβληματιστεί, που νόμιζε ότι πλέον η ποίηση δεν μπορούσε να τον βοηθήσει σε κάτι και ότι πλέον δεν είχε και την επιθυμία να γράψει ποίηματα. Και είχε αυτή λοιπόν την κουβέντα με τον Γιάννη Ρίτσο και του έλεγε ότι «Μα εγώ», του λέει ο Τίτος στο Γιάννη, «δεν είμαι ποιητής, εγώ είμαι μαρξιστής». Και ο Γιάννης Ρίτσος του απάντησε ότι «Μαρξιστής δεν είσαι, ποιητής είσαι και δεν θα μου ξαναμιλήσεις», λέει ο Τίτος, «δεν θα μου ξαναμιλήσεις αν δεν μου φέρεις ποίηματα να δω». Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε και αυτά που είχε ήδη γραμμένα, που προφανώς και δεν τα είχε πετάξει, τα πήγε την επόμενη μέρα, εκεί που κοιμότανε ο Γιάννης Ρίτσος στον Αϊστράτη και το τάδειξε. Και ο Γιάννης Ρίτσος, εντάξει, δεν του είπε και από την πρώτη υπέροχα, του είπε αυτά φεύγουνε, κρατάς αυτά και συνεχίζεις έτσι. Και του είπε ότι πρέπει να διαγράφεις πολλά από αυτά που γράφεις για να μείνει στο τέλος κάτι καλό. Έμειναν πολλά καλά στο τέλος. Bon, ça, c'était l'intervalle d'anecdotes en grec. Un autre anecdote qui pourrait être en rumeur aussi, je ne sais pas, demandez à vos amis qui ont parlé avec Titos Patrikios, c'est que encore Titos, il donne le même conseil que Ritsos lui a donné en 1952 aux personnes qui l'approchent, qui lui disent moi aussi je voudrais écrire comme vous. Il répète les conseils de Yanis Ritsos. C'est ça que j'ai attendu. Je dis ça, je dis rien. Bon, l'exil fini, il rentre à Athènes au conseil de Yanis Ritsos. Il continue à écrire et en 1954, il y a eu la publication de son premier recueil. Mais la vie est dure. Et il n'a pas continué comme il voulait parce que en 1959, il a risqué pour une deuxième fois l'exil. Pour sauver sa peau, il s'exile à Paris. Et ici, à Paris, il a poursuivi des études de philosophie et de sociologie. Il a travaillé comme chercheur et traducteur. En 1964, il retourne en Grèce et là, c'est la première rupture avec le Parti communiste de l'époque.
Bah, après, la vie continue à être dure. On a les coups d'État des colonels. Encore une fois, il risque l'exil. Et encore une fois, il est de nouveau de retour à Paris, où il reste. Il travaille comme conseillère scientifique près de l'UNESCO. Et en lien avec des autres exilés, il mène des activités de résistance contre la dictature des colonels. La dictature a fini en 1973 et du coup en 1975, Titus Patrikios quitte Paris pour rentrer finalement en Grèce, s'installer et continuer sa vie. Et là, il travaille comme avocat, comme journaliste, traducteur, à côté de son travail de poète maintenant. Il fut connu ici en France enfin, il était connu, mais c'était en 2015 que il a pris, il a obtenu le prix Max Jacob, pardon. Et donc aujourd'hui, bah, on peut parler ici en France de Titos Patrikios. J'espère que beaucoup de monde les connaît. On est ici pour promouvoir son œuvre. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il a écrit 17 recueils de poèmes, 4 ouvrages en prose et des ouvrages de sociologie et de divers essais. Alors, ça, c'était un peu vite fait, sa vie. Bah, on pourrait parler de sa vie pendant des heures. Quelqu'un qui est exilé autant de fois, il y a plusieurs histoires à raconter. Mais concentrons-nous un peu sur son œuvre. Alors, son œuvre est profondément marquée par son engagement politique et par son expérience de l'emprisonnement et de l'exil. Ça, c'est très clair quand on lit ses poèmes. Donc, il y a toujours des thèmes de l'affrontement, de l'isolement, de la pauvreté qui reviennent, mais aussi du corps souffrant et du corps désirant. Toutefois, sa poésie de résistance affirme également qu'il faut malgré tout prendre part à la vie de la cité et défendre les valeurs qui font de l'individu un homme libre. Est-ce qu'on peut parler d'une poésie engagée? Ça, c'est une bonne question. C'est une question très difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre vraiment à ça? Est-ce que la poésie de Titos Patrikios c'est juste une autre poésie engagée? Est-ce qu'il est juste un autre poète engagé? Titos Patrikios a réussi à se libérer de ces tortures, de ces tourmentes. En fait, il ne fait pas, comment dire, un faux de commerce de ses souffrances et de ses prisons. Il n'a pas voulu, en abdiquant la possibilité de devenir un écrivain et un poète erré, donner une nouvelle victoire à tous ces anciens tortionnaires, parce qu'il aurait pu. Il aurait pu, par exemple, laisser la période de la poésie engagée pour passer à une poésie où il n'y a plus de signes de politique, où il n'y a plus de signes de son exil. Mais il n'a pas fait ça, parce que s'il faisait ça, ça serait comme si il donnerait plaisir aux personnes qui l'ont torturé. Ça serait leur victoire. Il n'a pas fait ça. Il a continué à écrire d'une manière engagée, mais son écriture est transformée. Son écriture transmue l'immédiate expérience de la désolation, de l'exil, de torture, pour faire une mémoire solidaire et non plus solitaire. Quand on lit le poème d'exil, par exemple, de Titos Patrikios, c'est pas on lit l'exil d'une personne, on lit la solidarité générale vers toutes les personnes du monde qui sont exilées. C'est pour ça que bah, la question est-ce que c'est une poésie engagée, bah, on peut répondre non, c'est une poésie universelle. Et c'est dans ces points-là que je voudrais rester un peu en lisant le premier poème pour aujourd'hui. Το αύριο. Τη σάρκα, την επιθυμία, τις μέσα επιφάνειες του κορμιού, εκεί που γλιστράν στα κύτταρα οι πρώτες σου ιδέες, δεν ξέρεις τι θα πει να τα αρνιέσαι για το αύριο. Le lendemain. La chair, le désir, la surface intérieure du corps,
Là où sur les cellules glissent tes premières idées, tu ne sais pas ce que ça veut dire de les régner pour le lendemain. C'est un poème qui part au cœur et à la tête de toutes des personnes qui ont vécu des difficultés, juste des difficultés dans leur vie en fait, même pas d'exil ou de torture, juste des difficultés. Alors, passons maintenant un peu, soyons un peu plus spécifiques et passons à cette super anthologie. Alors, le titre de l'anthologie, c'est Sur la barricade du temps. Il y a deux poèmes en grec et en français. C'est une anthologie bilingue. Et, les poèmes sont présentés dans un ordre chronologique. Il y a aussi quelques dates. Il y a aussi le lieu où Titos Patrikios a écrit certains poèmes de cette anthologie. Et il recouvre plus d'un demi-siècle. En fait, c'est de 1952 jusqu'à 2010. Une longue vie. Comme je vous ai dit au début, la préface, c'est de Olivier Delorme, une excellente préface. Et la traductrice, Marie-Laure Kuhlmann-Koutsaftis, elle a fait aussi une note à la fin. La préface et la note donnent tous les éléments, le contexte historique, biographique qu'on a besoin pour comprendre mieux ces poèmes. Bah, je vais rester un peu sur ce que Marie-Laure a écrit. Encore merci Marie-Laure. Elle a dit que ces projets de l'anthologie, en fait, elle a eu deux objectifs. Tout d'abord, elle voudrait rendre hommage à un poète contemporain d'une importance internationale et conter l'histoire récente de la Grèce dans laquelle s'inscrit la poésie de Titos Patrikios. C'est Titos, mais c'est la Grèce aussi. Car Patrikios décrit dans ses poèmes une vie riche en aventures, voyages et rencontres, dessinant en filigrane le demi-siècle écoulé. Le thématique principal de poèmes de cette anthologie, Sur la barricade du temps. Il y a le temps et le combat politique, qui ont partie liés avec la mort. Il y a les femmes et l'amour. Il y a les voyages, le déplacement, le déménagement volontaire ou non. Il y a la vie quotidienne sous tous ses aspects, des plus triviaux aux plus héroïques. En lisant cette anthologie, tous ces thèmes, c'est comme s'ils se mélangent dans comment dire, dans un processus où tu ne peux plus comprendre si un poème parle strictement de l'exil ou de l'amour, strictement de la vie ou des crises aussi existentielles. C'est un super mélange qui montre toutes les angoisses d'une personne qui a vécu une vie difficile et toutes les angoisses d'une personne qui s'inquiète en fait pour l'avenir de l'humanité, de son pays, du monde entier en fait. Οχτώ χρόνια. Έλειψε 8 χρόνια. Φυλακή, Μακρόνισσο, εξορία. Σαν ξανάρθε, οι φίλοι τον αγκάλιαζαν και τον ρωτούσαν. Μα αυτά που έλεγε φαίνονταν τόσο απλά, τόσο συνηθισμένα. Και έκλεισε για μια στιγμή τα μάτια να δει ξανά την παγωμένη απομόνωση, τις νύχτες στη χαράδρα, λίγο να ξαναζήσει τις αγωνίες της κάθε μέρας, που τώρα, μέσα στη χορτασμένη πολιτεία, άλλαζαν σε κοινότοπες επαναλήψεις. 8 ans. Il a été absent 8 ans. Prison, Macronissus, déportation. Quand il est rentré, ses amis l'embrassaient et l'interrogeaient. Mais ce qu'il racontait semblait tellement simple, tellement habituel. Et il a refermé un instant les yeux pour revoir les cachots glacés, les nuits dans le défilé, pour revivre un peu les angoisses de chaque jour, qui maintenant, dans cette cité répue, s'est transformée en lieu commun à répétition. En fait, on peut voir ici que ces vers, ils portent une marque, c'est la marque des impossibles retours au réel.
C'est comme si ces poèmes hurlent en fait une impuissance. Quelle impuissance? L'ordinaire, la vie quotidienne, celle de retrouvailles difficiles où les mauvaises expériences du passé se disloquent dans le présent. Comment faire les liens entre l'exil, les tortures et la vie quotidienne dans une ville où il y a tes amis, où il y a des personnes qui ont continué leur vie pendant que toi, tu étais en exil. Ξενοδοχείο της Αριστερής Όχθης. Ένα ξενοδοχείο ήταν που κατοικούσαν Έλληνες, Αλγερινοί, Πολωνοί και Ινδοκινέζοι. Παλιές ταπετσαρίες, μυρωδιές φαγητών και μούχλας. Και εμείς οι δύο, κοιτώντας το ταβάνι, πάνω σε εκείνο το τεράστιο κρεβάτι που είχε αλλάξει από τα χρόνια και τα σώματα σε κάποιο ζώο μυθικό, υποταγμένο πια στη μοίρα του. Καθώς βράδιαζε, φεγγίζαν τα μαλλιά σου, σαν να αναμένει θυμονιά των κάμπων της πατρίδας σου. Και έπειτα όλα έγιναν να μου διαζεστεί, θάλασσα, ένας τους ουρανός. Πράγματα που το ξέραμε. Μαζί ποτέ δεν θα ζήσουμε. Παρίσι, Αύγουστος 1962. Hôtel de la Rive Gauche. C'était un hôtel où habitaient des Grecs, des Algériens, des Polonais et des Indochinois. Bière, tapisserie, odeur des repas et des moisissures. Et nous deux, regardant le plafond, au-dessus de cet immense lit, qui s'était transformé avec les années et les corps en une sorte d'animal mythique, soumis désormais à son destin. Alors que le soir tombait, tes cheveux brillaient, comme une mêle enflammée de chants de ta patrie. Ensuite, tout est devenu sable chaud, mer, ciel étoilé, chose que, nous le savions, nous ne vivrions jamais ensemble. Paris, août 1962. Ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut vivre en lisant ces poèmes, c'est que même si le Jarret disait ces poèmes pendant l'exil ou pendant les moments où il y avait des crises intérieures, il y a toujours cette tension entre la promesse, entre le rêve et la fuite, en fait. La fuite de l'espoir, la déception. Est-ce qu'on peut continuer la vie? Est-ce qu'ici à Paris, on peut trouver quelqu'un avec laquelle on peut partager la vie? Est-ce qu'il y aura des personnes dans le lieu de notre exil qui peuvent nous comprendre? Προσωρινή διαμονή. Άλλο ένα σπίτι φιλικό. Να μείνω μια εβδομάδα, ένα μήνα. Ανάμεσα στη λίμνη και τα χαμηλά βουνά. Μια εβδομάδα, όχι πιο πολύ. Ένα μήνα, όχι περισσότερο. Μακριά σου. Η κάθε μέρα εδώ, πάνω στο τελείωμά της, δεν συναρμόζει με την άλλη. Σαν πέφτει το σκοτάδι, βάζω κουρέλια στις χαραματιές, μην τύχει και έμπει ο θάνατος. Όταν γυρίζει ο καιρός, αλλάζω ρούχα και περπατησιά, μην τύχει και με αναγνωρίσει. Άλλο ένα σπίτι φιλικό, άλλο ένα σπίτι ξένο. Άλλη μια μέρα με ανοιχτούς αρμούς. Γενέβη, Ιούνιος 1971. Résidence provisoire. Encore une maison amie, où habiter une semaine, un mois, entre le lac et les montagnes basses. Une semaine, pas plus. Un mois, pas davantage. Loin de toi. Chaque journée ici, au moment de sa fin, ne s'ensemble pas avec l'autre. Quand tombe l'obscurité, je place des haillons dans les fentes, deux fois que la mort y pénètre. Quand le temps tourne, je change d'habit et de démarche, des fois qu'elle me reconnaisse. Encore une maison amie, encore une maison étrangère, encore une journée au juin béant. Genève, juin 1971. Donc vous pouvez comprendre... désolée, je crois que je ne regardais pas la bonne caméra. Bon, c'est un peu l'hommage à Titos Patricios de baisser un peu la tête. Bon, vous pouvez comprendre que pour la vie d'une personne exilée, changer d'endroit, changer de maison, changer de manière de vie, oui, ça peut donner l'espoir.
Mais oui, ça peut aussi donner, pas la déception, mais la peur de l'avenir. Et c'est ça la tension dont je vous ai parlé, la tension entre l'espoir et le passé qui vient comme un fantôme qui ne nous laisse pas tranquilles. Mais ces poèmes, c'est pas seulement pour le problème de l'exil, les tortures qu'il a eues, les problèmes qu'il a vécu ici à Paris ou aux autres pays où il devrait aller. Ces poèmes parlent aussi des camarades qu'il a perdus, des camarades qui sont exécutés, des camarades qu'il n'a jamais vus après son exil. Τους εκτελέσανε. Τους εκτελέσανε στην κεντρική πλατεία. Τους εκτελέσανε σε λατομεία με βαθιά ηχό, μπροστά σε ρημωμένα καφενεία και μνημεία. Και τρέχανε τρελές γυναίκες να βρουν τα ματωμένα ρούχα. Τους εκτελέσανε στον σκουπιδιών τη μάντρα, μέσα στα κοφτερά γυαλιά και τις κονσέρβες. Τους εκτελέσανε στο δρόμο, στο κατόφλι του σπιτιού τους, στο πεδίο βολής χιλιάδων στρατοπέδων, στην άφωνη ερημιά συνοστισμένων χωραφιών. Τους εκτελούσαν κάθε μέρα, μες στα χέρια σας, μες στη φωνή σας, στη φόδρα του καινούριου ρούχου σας. Και εσείς, τους ξεχάσατε? Ils les ont exécutés. Ils les ont exécutés sur la place centrale. Ils les ont exécutés dans des carrières à l'écho profond, devant des cafés désertés et des monuments, et des femmes affolées couraient pour retrouver les habits ensanglantés. Ils les ont exécutés sur les terrains en ordures, au milieu de verres coupants et de boîtes de conserve. Ils les ont exécutés dans la rue, sur les seuils de leurs maisons, sur les sons des tirs des milliards de camps militaires, dans la solitude muette des sens et bousculants. Ils les ont exécutés tous les jours, entre vos mains, dans votre voix, dans la doublure de votre nouvel habit. Et vous, vous les avez oubliés? C'est le rapport aux morts et à la mort de poèmes de cette thématique. Qu'est-ce que l'usage que Titos Patricios fait de ces rapports? En fait, il veut rendre aux morts la dette qu'il leur doit. Il parle des morts, il parle à la mort dans sa langue, la langue grecque. Et c'est comme si que sa parole devient en fait immortelle. Et c'est comme ça que face à ces poèmes, c'est nous, le lecteur, qu'on témoigne la victoire définitive du beau sur le temps, sur les corps qui meurent, sur les camarades exécutés. C'est ça qui fait de la beauté de la femme une rose éternelle. Ce sont les souvenirs des morts qui deviennent en fait des paroles immortelles, des poèmes. Η γλώσσα μου. Τη γλώσσα μου δεν ήταν εύκολο να τη φυλάξω, ανάμεσα σε γλώσσες που πήγαιναν να την καταβροχθήσουν. Όμως τη γλώσσα μου συνέχιζα πάντα να μετράω. Στη γλώσσα μου έφερα τον χρόνο στα μέτρα του κορμιού. Στη γλώσσα μου πολλαπλασίαζα την ειδονή ως το άπειρο. Με αυτή ξανάφερνα στο νου μου ένα παιδί, με άσπρο σημάδι από πετριά στο κουρεμένο του κεφάλι. Πάσχιζα να μην χάσω ούτε μια της λέξη, γιατί σε αυτή τη γλώσσα μου μιλούσαν και οι νεκροί. Ma langue. Ma langue ne m'a pas été facile à garder, au milieu de langues qui allaient la dévorer. Mais c'est dans ma langue que je continuais à compter, dans ma langue que j'amenais le temps en mesure du corps, dans ma langue que je multipliais la volupté jusqu'à l'infini, un aile qui me revenait à l'esprit un enfant, avec la marque blanche laissée par un caillou jeté sur sa tête rasée. Je m'efforçais de ne perdre pas même un de ces mots, parce que c'est dans cette langue que me parlaient même les morts. Un dernier commentaire qu'on pourrait faire après avoir vu un peu les thématiques, l'amour, la mort, l'exil,
l'avenir, la difficulté de la vie, c'est que derrière tout ça, ou peut-être devant tout ça, il y a un type de métaphysique qui sort, qui se dévoile, la métaphysique de la poésie de Titos Patrikios. Mais comment on pourrait comprendre cette métaphysique en fait? Vu qu'on parle de sujets qui sont des sujets, bah, pas des sujets qu'on devrait traiter d'une autre manière, mais des sujets que ils sont soit des faits historiques, soit des sentiments. Comment on peut trouver les liens métaphysiques entre l'exil, la vie, l'amour, la mort? Bah, c'est finalement en mélangeant tout ça ensemble dans un cercle qui finit pas. Ça, c'est la poésie de Titos Patrikios. Exil, amour, vie. Car oui, l'amour, c'est un exil. La vie peut être vue aussi comme un exil. Mais de l'autre côté, l'amour est la vie. Et l'exil peut se transformer en vie et en amour. C'est ça que Titos Patrikios a vécu. Et c'est là où on peut trouver en fait la source, la première source de cette métaphysique. L'exil se transforme en amour. L'amour se transforme à la vie. Et tout le reste, c'est de la poésie. Et à mon avis, il y a un poème qui illustre d'une manière très stricte, mais très symbolique, cette métaphysique entre toutes ces thématiques, la politique, l'amour, la vie, l'exil, le rêve, la force, l'idéologie. Έρωτας και πολιτική, ένα. Η πιο δημοκρατική στιγμή είναι του αμοιβαίου οργασμού. Έρωτας και πολιτική, 2. Η πιο δημοκρατική στιγμή είναι του αμοιβαίου, ελάχιστα ετεροχρονισμένου οργασμού. Amour et politique, 1. L'instant le plus démocratique est celui de l'orgasme partagé. Amour et politique, 2. L'instant le plus démocratique est celui de l'orgasme partagé, avec un infime décalage. C'est dans ce décalage de temps qu'on trouve aussi la barricade du temps. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tout le reste, c'est la poésie. Je vais utiliser un vers qui vient de cette anthologie et qui résume très bien le message qu'on doit garder de Titos Patrikios, de sa vie, de ses poèmes, même de cet excellent projet d'une anthologie bilingue. Dans cette métaphysique, dans cette biographie, dans cette poésie universelle, dans toutes ces inquiétudes, ces problèmes, c'est là que la poésie trouve chacun de nous. Bon, il n'y a pas de meilleure manière pour finir une présentation sur Titos Patrikios. C'est la parole qui fait parler directement au cœur de chacun. Bon, comme d'habitude, oui, j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer la prochaine fois de faire des analyses moins longues. Mais je vous ai dit, c'est la malédiction de quelqu'un qui fait la littérature, qui fait de la littérature sa vie académique. Gardez à l'esprit la poésie de quelqu'un qui a vécu ici à Paris il y a longtemps et qui a voulu rendre au monde, à l'humanité, le message d'une solidarité universelle. On se reverra bientôt. Vendredi prochain, Synergie franco-grecque est toujours à vos écrans. La Grèce en page va vous attendre.
je vais pas vous dire le sujet de la prochaine événement parce que bon, c'est beau d'avoir des surprises quand même. Donc, suivez notre page Facebook pour les nouvelles qui vont arriver. Passez une très belle soirée, un très beau week-end. Et si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque, sur la barricade du temps, Titus Patricios de la maison d'édition Le Temps de Cerise. Merci beaucoup et au revoir.